Salut les polyglottes. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 faits qui sont contre-intuitifs sur l'apprentissage des langues. Alors, si vous me suivez depuis très longtemps, vraiment pour les vieux loups qui connaissent très bien l'apprentissage, ce sera peut-être pas quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que parfois je pars du principe que certains principes sont acquis sur cette chaîne. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent en cours de route. D'ailleurs, si c'est votre cas, bienvenue sur la chaîne. Et parfois, ça fait pas de mal de rappeler certaines choses. Principalement des éléments qui sont pas forcément faciles à comprendre dans un premier temps. Et quand je dis comprendre, c'est vraiment le savoir et ensuite vraiment l'intégrer, le sentir d'un point de vue intellectuel. Donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo de rappel, une vidéo pour reposer des bases qui va vous présenter 5 choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé parce que l'apprentissage des langues c'est un domaine qui est rempli d'idées reçues. Et donc le but ici sur cette chaîne, c'est de détruire ces idées reçues et vous présenter la meilleure manière d'apprendre la langue de votre choix, quelle qu'elle soit. Alors, je vais commencer par le premier fait, c'est que parler une langue étrangère et apprendre, développer une connaissance d'une langue étrangère, c'est plus une sorte de muscle que des connaissances brutes. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que dans l'apprentissage assez classique, on va apprendre des choses, on va apprendre par cœur. Et ça donne une impression fausse, à mon sens, des langues, qui est que une langue, ce n'est jamais qu'une somme de connaissances, et si on connaît ces connaissances par cœur, on sait parler une langue. Et on ne pourrait pas être plus loin de la vérité à ce sujet. Parce que on peut très bien accumuler ces connaissances brutes, c'est-à-dire apprendre par cœur des listes de vocabulaire, apprendre par cœur des tableaux de grammaire, de conjugaison, de déclinaison, vraiment faire on va amasser des connaissances et on peut très bien le faire. On peut très bien finalement connaître la langue d'un point de vue intellectuel comme un objet distant, mais dès qu'il s'agit de parler concrètement la langue, c'est-à-dire s'exprimer, comprendre, se faire comprendre, prendre part à une conversation, commander un café dans un endroit bruyant, improviser quand on a un problème à l'étranger, bref, vraiment parler la langue, toutes les connaissances pures qu'on a acquises, souvent on n'arrive pas à les utiliser. On sait comment ça devrait se faire, on sait comment former cette phrase, mais rien à faire, on n'y arrive pas. Et ça, c'est un décalage qui peut vraiment mener à une incompréhension, c'est-à-dire, je comprends pas, j'ai appris par cœur toute la liste de vocabulaire de cette thématique, j'ai fait des exercices de grammaire, normalement, tout devrait bien marcher, le plan devrait être bien huilé. Et vu que ça marche pas, dans ce qu'on pourrait appeler la vraie vie, ce décalage peut être vraiment blessant, humiliant, en tout cas très déstabilisant. Ça peut mener à se démotiver, à se dire je comprends pas, j'ai essayé d'apprendre la langue, ça n'a pas marché, j'arrive pas à la parler, peut-être que c'est pas fait pour moi. Mais pas du tout. En fait, il faut bien comprendre que parler une langue étrangère, ça part de connaissances théoriques, parce que si on ne comprend pas une langue, si on ne comprend pas son fonctionnement, si on ne comprend pas comment vont se former les mots, si on ne comprend pas où mettre la langue, les lèvres, etc. pour former les sons, on ne va pas y arriver. Mais passer à ce cap intellectuel, il faut passer à un cap physique, c'est-à-dire passer de la théorie à la pratique. De la même manière que si vous voulez apprendre à jouer d'un instrument, le solfège, c'est super important parce que ça vous permet de comprendre intellectuellement la musique. Mais si vous ne passez pas par une phase de placer vos doigts sur l'instrument, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que si vous connaissez le solfège et que vous savez jouer du piano, vous aurez un avantage pour apprendre la guitare, mais ça ne suffira pas. Il faudra quand même passer par un moment où placer vos doigts, moi je ne sais pas jouer de la guitare, mais vous voyez que ça passe aussi par quelque chose de physique, quelque chose où on va muscler le cerveau comme si c'était un sport, comme si c'était une pratique du style musique, comme la peinture ou autre. Sauf qu'au lieu de se servir de ses doigts, etc., soit peut-être pour la langue des signes, on va principalement se servir de ses oreilles et de son appareil vocal. Et au bout d'un moment, on va arriver à parler et à se faire comprendre, comprendre rapidement. Et c'est pour ça que ça demande de la pratique. La théorie est essentielle, je ne vais pas la faire tomber aux oubliettes, mais il faut aussi passer par énormément de pratique. Et dans cette pratique, on arrive au deuxième fait qui est assez contre-intuitif. C'est que parler une langue et comprendre une langue, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce sont deux activités, deux compétences qui sont liées, évidemment, mais qui sont distinctes pour le cerveau. Et beaucoup de gens se trouvent dans l'une ou l'autre de ces situations. Soit ils vont très bien comprendre la langue, c'est-à-dire ils arrivent à comprendre des textes, ou même quand ils écoutent la radio, des podcasts, ils comprennent bien, mais dès qu'il s'agit de parler, ils cherchent leurs mots, ils bloquent,
Ils n'arrivent pas à faire sortir des phrases. Ou alors quand ils parlent, c'est très lentement. Bref, c'est très laborieux. Ou alors l'inverse, c'est-à-dire ils arrivent à se faire comprendre, ils arrivent à faire des phrases correctes. Par exemple, arriver à poser une question. Mais quand la personne à qui ils posent la question leur répond, là, ils n'arrivent pas à comprendre. Ça va trop vite. On est pris de court. C'est parce que, dans un cas comme dans l'autre, on a négligé une partie des compétences. On a eu un apprentissage déséquilibré. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut se muscler le cerveau. Il faut le faire à la fois pour arriver à parler, arriver à faire des phrases rapidement, arriver à se faire comprendre rapidement, ne pas réfléchir à telle conjugaison, telle déclinaison parce qu'on n'a pas le temps. Il faut arriver à faire ça rapidement, mais il faut aussi arriver rapidement à comprendre la langue, arriver à lire assez vite, arriver à comprendre à la volée quand on nous parle, parce que si on essaie de décoder la phrase, de la traduire dans sa tête, on a fini de traiter une phrase, la personne est déjà 2 ou 3 phrases après. Donc il faut arriver à distinguer ces deux compétences, bien comprendre leur importance égale et les travailler en théorie et en pratique en même temps de manière égale. J'en arrive au 3e point, c'est que faire des fautes ce n'est pas grave et c'est même désirable. Et beaucoup de gens ont peur de faire des fautes. En France, on dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, qu'il faut bien réfléchir et ça met les gens dans une approche qui est totalement toxique, qui est celle en réalité de la procrastination. Parce qu'on se dit perfectionniste, on se dit je vais attendre de bien parler cette langue, de bien avoir fait mes exercices, de bien avoir la grammaire bien en place pour parler avec des gens. Mais sauf qu'une fois qu'on essaye de parler avec des gens, ça marche pas parce qu'il nous manque, encore une fois, la pratique, la musculation. Et pourquoi faire des fautes, c'est si important? Parce que au lieu d'avoir peur de faire des fautes, il ne faut pas hésiter à en faire beaucoup. Donc faites attention à ne pas les faire dans un mauvais contexte. Faites-les avec des personnes de confiance, que ce soit qu'un professeur, un locuteur natif avec qui vous allez faire de la conversation, plutôt que, je sais pas, que la police dans le pays de destination, évidemment. Mais faire des fautes, c'est super bien, c'est génial, faites-en plein. Pourquoi? Parce que ça va vous montrer vos manques, ça va vous montrer par exemple les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas et dont vous avez besoin, ça va vous montrer les structures de phrases que vous n'arrivez pas bien à faire, ça va vous montrer les conjugaisons que vous n'arrivez pas correctement à rendre, pareil pour les déclinaisons, la syntaxe, etc. Et à la fin, ça vous fait une liste de toutes les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous améliorer. Et là, en fait, on passe d'une approche passive où on se dit je vais attendre de pas faire comme ça, je serai sûr de ne pas faire de fautes, on va pas se moquer de moi, à une approche décomplexée, on va faire des fautes, on va en faire plein, mais c'est justement parce qu'on a essayé. Et en fait, les gens qui ne font jamais d'erreur, qui vont avoir un parcours parfait, c'est généralement les gens qui ne font absolument rien. Alors que là, au moins, vous pourrez avoir la fierté d'avoir tenté des choses avec la langue, et en plus, parce qu'il ne faut pas rester sur des fautes, il ne faut pas les apprendre par cœur les fautes, ça va vous donner une vision au laser de tous vos manques, de tous les manques de vocabulaire, de tous les manques au niveau de la grammaire, etc. et sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour mieux parler la langue par la suite. Et en fait, c'est en faisant plein de fautes qu'on arrive au bout d'un moment à avoir une expression parfaite ou du moins quasi parfaite. Il faut vraiment vous décomplexer et aussi sur la décomplexion, j'arrive à un 4e point qui est que dans l'absolu, il n'y a pas de langue plus dure ou plus facile qu'une autre. Alors ça, c'est un point, je sais que je suis toujours en désaccord avec la moitié des gens qui me disent « oui, mais ça, c'est vraiment dur, ça, c'est vraiment facile ». Non. En fait, il y a beaucoup de mythes sur les langues étrangères qui sont entretenus d'ailleurs par d'autres blogueurs. Je vois assez souvent des listes en vidéo de les 10 langues les plus faciles au monde, les 10 langues les plus difficiles au monde, mais ça, c'est des conneries. Ou alors, j'entends parfois dire, il n'y a pas longtemps, je parlais du japonais avec quelqu'un qui m'a dit « ah oui, mais le japonais, c'est pas la seule langue asiatique que les occidentaux peuvent apprendre parce que les autres, il y a des choses que les occidentaux peuvent pas apprendre. » Et j'étais assez désarçonné parce que je connais des gens qui parlent thaï, je connais des gens qui parlent chinois, je connais des gens qui parlent vietnamien. Donc a priori, en tant qu'occidentaux, ils n'ont pas été confrontés à une barrière, à un mur d'impossibilité. Et en fait, on va souvent s'imaginer qu'il y a des langues qui vont être fondamentalement plus faciles et des langues fondamentalement plus difficiles, parfois impossibles. Et par exemple, moi j'ai appris le finnois il y a pas mal de temps, et le cliché qui revenait tout le temps c'est « ah mais c'est pas la langue la plus difficile au monde ?» Pour un français, c'est pas si facile parce que c'est une langue d'une autre famille, c'est même pas une langue indo-européenne, c'est une langue finno-ougrienne. Donc c'est une langue qui de base est totalement différente du français, donc ça peut perturber, c'est vrai. Et j'ai rencontré une fois des Estoniens et même des gens qui vivaient en Carélie russe. Généralement leur langue maternelle c'est le russe, mais ils ont déjà entendu la langue carélienne qui est très proche du finnois. Et en fait pour eux,
Par exemple, pour les Estoniens, dont l'estonien est très proche du finnois, bah, le finnois, c'est une langue super facile. C'est un peu le même cliché que l'espagnol est la langue la plus facile ou l'italien est la langue la plus facile pour les Français. Bah, pour eux, c'est pareil. Et finalement, tout est relatif. Et on va me dire, oui, mais dans telle langue, il y a des cas, donc ça c'est difficile. Dans telle langue, il y a des tons, donc ça c'est difficile. Bah, en fait, non, tout est relatif, encore une fois. Par exemple, le chinois, il y a des caractères, ça peut sembler très difficile parce que intellectuellement c'est très différent de l'alphabet latin, mais si on a appris le japonais, les caractères c'est à peu près les mêmes. Les tons, c'est-à-dire la variation de la hauteur quand on parle, si on a appris d'autres langues à tons comme le vietnamien, eh ben, on a déjà acquis ça. Et je pense vraiment qu'en plus ça s'équilibre au sein d'une même langue sous une forme de vase communicant, c'est-à-dire que parfois il y a des aspects qui sont durs, par exemple en allemand il y a 3 genres, masculin, féminin, neutre, alors qu'en finnois il n'y a pas de genre. Donc a priori l'allemand serait plus dur que le finnois. Mais en fait il y a des choses sur lesquelles pour moi l'allemand est plus facile que le finnois. Et en fait au sein d'une même langue il va y avoir des choses compliquées et des choses simples et tout va au bout d'un moment s'égaliser. Et ensuite dans le degré de perfection qu'on veut atteindre d'une langue, il va y avoir aussi un aplanissement de la difficulté. C'est-à-dire, on me dit souvent que l'italien, par exemple, c'est beaucoup plus facile, je sais pas, que le russe. Bah oui, au premier abord, c'est sûr. Mais alors là, c'est des langues que j'ai pas apprises, en tout cas pas à un bon niveau. Je suis sûr et certain, je peux mettre ma main à couper, qu'il est plus difficile d'atteindre un niveau C2 en espagnol qu'un niveau A1 en russe. Donc si vous avez déjà appris pas mal de langues, c'est évident, mais ça montre bien que la difficulté, au bout d'un moment, elle s'aplanit, parce que avoir les plus fines nuances d'une langue proche, et ça me semble beaucoup plus difficile que acquérir un petit niveau de russe pour commander un café. Voilà. Donc encore une fois, la difficulté, c'est tout relatif, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de besoin d'un don des langues, d'un génie des langues, c'est plus une familiarité. Donc si vous avez appris plein de langues, en apprendre d'autres deviendra de plus en plus facile parce que intellectuellement votre cerveau va être câblé pour apprendre des langues et vous allez voir que c'est de moins en moins difficile, même si parfois il y a des points qui peuvent sembler durs, mais je pense pas que dans l'absolu il y ait des langues vraiment plus difficiles que d'autres, ça dépend vraiment de la familiarité et des langues qu'on connaît déjà. Dernier et 5e point qui peut sembler contre-intuitif, c'est que apprendre une langue ça ne demande pas tant de temps et ça ne demande pas tant d'efforts. Parce qu'on voit beaucoup, on imagine beaucoup les gens qui parlent plusieurs langues comme des espèces de geeks, des espèces de troglodytes qui vivent au fond d'une cave avec des bouquins poussiéreux et qui font ça 10 heures par jour. Bon, en fait, il y en a, c'est le cas, ça existe, j'ai déjà vu ça. Mais la plupart des gens qui parlent plusieurs langues sont des gens totalement normaux comme vous et moi, qui ont une vie, une famille, des amis, etc. Et ça ne demande pas tant d'investissement au quotidien. Parce qu'on imagine toujours qu'il faut travailler 4 heures par jour, 5 heures, 10 heures par jour, ne faire que ça. Mais en fait, ça, c'est le meilleur moyen de se dégoûter. Et je connais personne qui ait réussi à apprendre une langue en se tuant à la tâche. Parce que, en fait, le cerveau fonctionne par récurrence. Les informations que le cerveau reçoit, il va les mémoriser s'il le reçoit plusieurs fois. Donc, la régularité est la clé pour apprendre une langue. Il n'y a pas besoin de travailler 10 heures par jour comme ça, une fois par semaine. Si vous en faites ne serait-ce qu'une demi-heure super concentrée, avec les bonnes activités, ça peut vous aider à atteindre déjà un niveau très confortable. Et il faut arrêter d'avoir cette vision de souffrance, parce qu'en Europe, on a vraiment la vision, plus on en bave, plus on va réussir. Mais en fait, on peut très bien en baver sur les activités qui ne font absolument pas progresser. C'est pour ça que l'équation langue égale souffrance, c'est complètement faux. Ça peut être fatigant de pratiquer une langue, par exemple si vous lisez un article très compliqué ou si vous vous lancez dans une conversation qui est un peu au-dessus de votre niveau, vous allez finir un peu crevé. Mais ce n'est pas pour autant que ça va être une souffrance, ça peut rester un plaisir. Bon, ce n'est pas une excuse pour ne rien faire et s'imaginer qu'apprendre une langue ça se fait en dormant comme ça, avec un magnétophone qui vous passe du vocabulaire. Non, ça impose quand même un investissement. Mais encore une fois, si vous faites quelque chose de très ciblé, très concentré, ne serait-ce qu'une demi-heure, voire 1 heure par jour, vous pouvez très bien atteindre un niveau courant dans une langue étrangère. Donc vraiment, l'important, c'est d'arriver à le faire tous les jours. Parce que ça, c'est le secret, c'est pas d'en faire 8 heures à un moment. C'est à partir du moment où vous arrivez à tenir comme ça, à faire une chaîne où chaque jour vous arrivez à apprendre une langue, c'est là que vos progrès vont décoller parce qu'encore une fois, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau.
Voilà, c'était 5 faits qui peuvent être totalement contre-intuitifs pour les personnes qui n'ont jamais appris de langue étrangère par elles-mêmes. Moi, c'est des choses il y a assez longtemps dont j'avais pas forcément conscience. Maintenant, c'est évident pour moi, j'espère que c'est évident pour vous maintenant que vous avez vu cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à commenter pour parler de choses auxquelles vous ne pensiez pas forcément quand vous avez commencé à apprendre des langues et qui maintenant vous apparaissent comme une évidence totale. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et télécharger ma mini-formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. C'est ici, en bas dans la description, il y a un lien qui va vous y amener. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'apprentissage des langues. Salut!